J'ai découvert que ma femme m'avait menti pendant 30 ans. Pas sur quelque chose d'anodin, pas sur une petite chose qu'on garde pour soi parce qu'elle est trop compliquée à expliquer ou trop vieille pour valoir la peine d'être racontée. Sur quelque chose de lourd, de douloureux, de profondément injuste. Sur quelque chose qu'elle portait seule depuis 3 décennies et qui avait dû lui coûter d'une façon que je ne mesurerai jamais vraiment, parce que je n'étais pas là quand elle le portait, parce qu'elle ne m'avait pas laissé être là. Je m'appelle Bernard. J'ai 88 ans. J'ai été marié pendant 52 ans à Hélène, la femme de ma vie, une femme discrète et douce, dont la force intérieure ne s'affichait pas, mais était réelle comme le roc. Hélène est morte il y a 7 ans d'un arrêt cardiaque dans son sommeil. Et 2 ans après sa mort, en rangeant les dernières affaires qu'il me restait encore à trier dans les cartons que je n'avais pas eu le courage d'ouvrir avant, j'ai trouvé un carnet. Un petit carnet à couverture bleue, de ceux qu'on achète dans les papeteries, ordinaires, sans particularité. Son écriture fine et régulière remplissait chaque page avec cette précision qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Et dans ce carnet, Hélène avait tout consigné, chaque semaine, pendant 30 ans, avec des dates, des montants, des détails, avec une rigueur qui m'avait brisé le cœur parce qu'elle ressemblait à la façon dont moi, comptable de métier, j'aurais tenu mes propres comptes. Comme si elle avait appris de moi la méthode sans jamais pouvoir m'en parler. 1 000 € par semaine, pendant 30 ans, versés au même homme, son neveu, Mathieu. J'avais lu ce carnet 3 fois avant de commencer à vraiment comprendre ce qu'il disait. Parce que ma première lecture avait été celle de quelqu'un qui cherche une erreur, une explication différente, quelque chose qui rendrait la réalité moins brutale qu'elle n'était. Mais il n'y avait pas d'erreur. Il y avait des faits, consignés semaine après semaine, avec une précision qui ne laissait aucune place au doute. Mathieu était le fils du frère d'Hélène. Il avait 10 ans de moins qu'elle. Je l'avais toujours connu en marge de la famille, présent aux grandes occasions, poli en surface, sans que j'aie jamais eu de véritable relation avec lui. Il dirigeait une petite entreprise de rénovation que son père avait fondée et qu'il avait reprise à la mort de celui-ci. Une entreprise de taille modeste, correctement gérée en apparence, sans que j'aie jamais eu de raison de m'y intéresser de près. D'après le carnet d'Hélène, tout avait commencé il y a 30 ans. Mathieu avait eu un accident de voiture. Pas n'importe quel accident. Un accident grave, sa faute, avec un autre conducteur sérieusement blessé, hospitalisé plusieurs semaines. Un accident dont les circonstances exactes n'avaient jamais été rendues publiques, parce que Mathieu avait trouvé le moyen de les étouffer. Et le moyen qu'il avait trouvé, c'était Hélène. Il était venu la voir, seul, sans dire à personne, dans les jours qui avaient suivi l'accident. Il lui avait raconté ce qui s'était passé. Il lui avait dit que si ça sortait, si les circonstances réelles de l'accident étaient connues, c'était l'entreprise de son père qui en souffrirait, la réputation de la famille qui serait détruite, des années de travail réduites à néant à cause de lui. Il avait pleuré, d'après ce qu'Hélène avait écrit. Il avait dit qu'il avait honte, qu'il ne savait pas vers qui se tourner, qu'elle était la seule personne en qui il avait confiance, et il lui avait demandé de l'argent pour payer les frais médicaux de l'homme blessé, en dehors de toute procédure officielle, discrètement, pour que tout reste entre eux, pour protéger la famille, pour protéger l'entreprise de son père. Hélène avait dit oui. Je connais Hélène. Je l'ai connue pendant 52 ans. Je sais comment elle fonctionnait, comment elle pensait, ce qui la touchait et ce qui l'ébranlait. Et je sais que cette demande avait touché exactement l'endroit le plus vulnérable en elle, la famille, la réputation. L'idée qu'une mauvaise décision de jeunesse ne devait pas détruire ce que les gens construisaient toute une vie. Elle avait dit oui parce qu'elle était comme ça,
parce qu'elle croyait aux gens, même quand elle n'aurait pas dû, parce que la demande avait semblé juste, une seule fois, pour arranger une situation difficile. Mais ce n'était pas une seule fois, c'était le début. La semaine suivante, Mathieu était revenu. Il y avait d'autres frais, disait-il. L'homme à l'hôpital avait besoin de soins supplémentaires, puis la semaine d'après encore, et puis encore. Et à un moment, sans qu'Hélène ait pu identifier précisément quand le glissement s'était produit, les versements étaient devenus une réalité permanente, hebdomadaire. 1 000 € chaque semaine, prélevés sur le compte qu'elle gérait séparément pour les dépenses du foyer. Un compte que j'avais toujours laissé entièrement à sa gestion parce que je lui faisais une confiance absolue. Ce que le carnet révélait au fil des pages, avec une précision qui me faisait mal à lire, c'est que Mathieu n'avait jamais versé cet argent à qui que ce soit, ni à un homme blessé, ni à un hôpital. L'accident avait eu lieu, lui, c'était vrai. Mais les frais médicaux, la victime, la nécessité des versements, tout ça était un mensonge. Un mensonge construit au début peut-être sur une once de culpabilité réelle, et qui était devenu au fil des années une mécanique rodée, une source de revenus réguliers que Mathieu avait intégrée dans sa vie comme s'il lui était dû. Et pour maintenir ce mensonge, pour s'assurer qu'Hélène continuait à payer sans poser trop de questions, il avait utilisé des méthodes que je ne lirais pas sans que quelque chose en moi se serre d'une façon que je ne saurais pas nommer autrement que de la rage froide. Il l'appelait quand les paiements tardaient. Il haussait la voix. Il lui disait qu'elle ne se rendait pas compte de ce qui arriverait si ça sortait. Il lui rappelait la honte qui tomberait sur la famille. Il lui disait qu'elle était la seule responsable de la situation parce qu'elle avait accepté dès le début d'en être complice. Que si elle arrêtait maintenant, il dirait que c'était elle qui avait suggéré ce système pour couvrir quelqu'un de la famille. Il la culpabilisait, il l'agressait. Et puis, il revenait avec des mots doux, des remerciements, des promesses que ce serait bientôt fini, que l'homme guérissait, que les frais allaient se terminer. Ils ne se terminaient jamais. Hélène avait tenu ce carnet non pas pour se plaindre, mais pour contrôler, pour garder une trace, pour ne pas perdre le fil dans ce labyrinthe dans lequel elle s'était enfoncée en croyant faire une bonne action 30 ans plus tôt. Et peut-être aussi, je veux le croire, pour laisser une trace à quelqu'un, pour que quelqu'un sache un jour, pour que ce qu'elle avait porté seule ne disparaisse pas entièrement avec elle. Ce quelqu'un, c'était moi, j'en suis convaincu. Elle savait que je trierais ses affaires, elle savait que je trouverais ce carnet, et elle savait que je saurais quoi en faire. J'ai relu ce carnet une dernière fois, assis à la table de la cuisine, avec mon café froid devant moi, et la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. Et j'ai pensé à Hélène, pas avec colère, pas encore. Avec cette douleur particulière qu'on ressent quand on comprend que quelqu'un qu'on aimait souffrait et qu'on ne le savait pas. Qu'on était là, dans la même maison, à la même table, pendant 30 ans, et qu'on ne voyait pas. Qu'elle souriait, et qu'elle préparait le café, et qu'elle lisait ses livres, et qu'elle portait ça. Seule, semaine après semaine, 1 000 € de honte et de peur et de silence. Pourquoi elle ne m'avait pas dit? Je me suis posé cette question pendant des semaines, et j'ai fini par comprendre, ou du moins par accepter ce que je crois comprendre. Hélène m'avait protégé. Elle savait comment je suis. Elle savait que si je l'avais appris, j'aurais tout arrêté, j'aurais confronté Mathieu, j'aurais peut-être mis en danger exactement ce qu'elle cherchait à protéger. Elle avait pris sur elle pour que je n'aie pas à le faire. C'était sa façon d'aimer, silencieuse, totale, au prix de sa propre tranquillité. Je lui en voulais quand même, un peu, d'une façon douce et inutile, comme on en veut à quelqu'un qui ne peut plus vous répondre. Je lui en voulais de ne pas m'avoir fait confiance, de ne pas avoir cru que j'aurais pu l'aider à porter ça, de m'avoir laissé à côté d'elle pendant 30 ans, sans me laisser vraiment être là. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir longtemps,
pas quand je pensais à ce que ça lui avait coûté, pas quand je calculais, moi le comptable, moi l'homme des chiffres, ce que 1 000 € par semaine pendant 30 ans représentait. 1 560 000 €, prélevés sur notre vie commune, sur ce qu'elle gérait de nos économies, sur des années de travail et de discipline et de petits renoncements qu'on n'avait pas su nommer à l'époque, mais qu'on comprenait maintenant différemment. J'avais appelé mon ami Bernard, mon comptable, mon homme de confiance de 30 ans. Je lui avais tout dit. Il avait écouté en silence pendant longtemps. Et quand j'avais eu fini, il avait dit une seule chose. Il avait dit « On appelle Maître Fontaine demain matin ». J'avais rencontré Maître Fontaine quelques mois plus tôt pour une autre affaire. Elle connaissait déjà mon dossier, ma situation, mais bien. Elle avait pris rendez-vous le jour même. Je lui avais apporté le carnet, les calculs que j'avais faits avec mon ami Bernard, et tout ce que je pouvais retrouver comme relevé bancaire sur la période. Elle avait tout lu, tout analysé, tout ordonné. Et elle m'avait dit que ce que décrivait ce carnet avait un nom juridique précis, l'extorsion. L'extorsion aggravée, avec circonstances de vulnérabilité de la victime et répétition sur une longue durée. Elle m'avait dit que le fait qu'Hélène soit décédée ne classait pas l'affaire, que ses héritiers, moi en premier lieu, pourraient porter plainte, et que les preuves contenues dans ce carnet étaient d'une solidité remarquable, parce qu'Hélène y avait consigné des détails, des dates, des montants, des descriptions de conversations, avec la précision de quelqu'un qui savait inconsciemment qu'un jour ça servirait. J'avais porté plainte. La nouvelle était arrivée à Mathieu par l'intermédiaire de la convocation du juge d'instruction. Et 2 jours après cette convocation, il avait appelé. Pas pour se défendre, pas pour nier, pour supplier. Sa voix au téléphone ce soir-là n'avait rien à voir avec la voix que j'imaginais quand je lisais les descriptions d'Hélène dans son carnet. Pas la voix agressive, dominatrice, de quelqu'un qui élève le ton et qui intimide. Une voix brisée. Une voix de quelqu'un qui a tout calculé et qui vient de comprendre que ses calculs étaient faux. Il m'avait dit qu'il était désolé. Pas une fois, plusieurs fois, avec cette façon désespérée de quelqu'un qui cherche le mot qui arrêtera tout et qui ne le trouve pas. Il m'avait dit qu'il avait eu tort depuis le début, qu'il le savait, qu'il vivait avec ça. Il m'avait dit qu'il n'avait plus rien, qu'il avait investi l'argent, une partie au moins, dans un projet immobilier qui avait échoué, qu'il avait des dettes, que le procès le détruirait définitivement, qu'il n'avait plus d'entreprise, plus d'économie, plus rien à perdre, sauf peut-être sa liberté. Il m'avait demandé d'abandonner les poursuites. Je l'avais laissé parler jusqu'au bout, comme je fais toujours, comme j'avais appris à faire avec les gens qui ont besoin de dire tout ce qu'ils ont à dire avant qu'on puisse leur répondre quelque chose de réel. Et quand il avait eu fini, quand le silence était revenu de son côté du téléphone, je lui avais dit ceci. Hélène a porté ce que tu lui avais mis sur les épaules pendant 30 ans, seule, sans me le dire, sans demander d'aide. Elle est morte avec ça. Et moi, je ne l'ai pas su. Je n'ai pas pu l'aider. Je n'ai pas pu être là, à cause de toi. Ce que tu me demandes ce soir, d'abandonner, de faire comme si ça n'avait pas existé, c'est exactement ce qu'elle a fait pendant 30 ans. Et ça l'a tuée à petit feu d'une façon que je ne peux pas prouver, mais que je sais. Je ne lui avais pas souhaité bonne nuit. J'avais raccroché. Le procès est toujours en cours. Maître Fontaine dit que ça prendra du temps. La justice prend toujours du temps. Mais elle dit aussi que le dossier est solide, que le carnet d'Hélène est une pièce d'une valeur exceptionnelle, que Mathieu aura du mal à se défendre contre ce que sa propre victime a pris soin de documenter avec cette précision méticuleuse qui lui ressemblait tellement. En attendant, je vis avec cette histoire. Je vis avec ce que j'ai appris, avec cette image d'Hélène à notre table, souriant, me servant le café, vivant à côté de moi
et portant quelque chose que je ne voyais pas. Je vis avec la question de savoir si j'aurais pu voir, si j'aurais dû voir, si quelque chose dans ma façon d'être avec elle lui avait rendu le silence plus facile que la confidence. Je ne trouve pas de réponse satisfaisante à cette question. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être que certaines choses qu'on porte seul ne sont pas visibles de l'extérieur. Même pour quelqu'un qui vous connaît depuis 52 ans. Même pour quelqu'un qui vous aime et qui est là tous les jours. Peut-être que la honte, quand elle est installée depuis longtemps, est imperméable même à l'amour le plus attentif. Ce que j'ai appris de cette histoire, ce que je veux vous dire ce soir avant de terminer, c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru devoir apprendre à 88 ans. Même les gens qu'on aime le plus gardent des choses pour eux. Pas par manque d'amour, pas par manque de confiance forcément, parfois par excès de protection, parfois parce que la honte a été posée sur leurs épaules si tôt et si profondément qu'elle est devenue une partie d'eux qu'ils ne savent plus comment séparer du reste. Parfois parce qu'ils ont cru, à tort, qu'ils vous protégeaient en portant seul. Si quelqu'un dans votre vie porte quelque chose de lourd, vous ne le verrez peut-être pas, mais vous pouvez créer les conditions pour qu'il puisse poser ce poids s'il le décide. En étant là vraiment, pas juste physiquement. En posant les questions qui ouvrent les portes plutôt que celles qui les ferment. En montrant que vous pouvez entendre des choses difficiles sans vous effondrer, sans punir, sans juger. Hélène ne m'a pas fait confiance sur ce point. Et je ne lui en veux pas. Parce que peut-être que je n'avais pas assez montré que je pouvais entendre. Que j'étais trop souvent l'homme fort, l'homme qui gère, l'homme des solutions concrètes. Pas assez souvent l'homme qui dit « Dis-moi, je suis là, peu importe ce que c'est ». C'est la leçon la plus dure que j'ai apprise. Pas à cause de Mathieu, à cause d'Hélène. À cause de cette façon qu'elle avait de m'aimer en me protégeant de choses que j'aurais voulu porter avec elle. Je prépare encore 2 tasses de café chaque matin, une pour moi, une pour elle. Et certains matins, comme ce matin, je lui dis dans le silence de la cuisine que je sais maintenant, que j'aurais voulu savoir avant, que j'aurais voulu être là autrement, et que ce carnet bleu qu'elle a laissé dans ce carton, cette façon qu'elle a eue de tout documenter pendant 30 ans, avec son écriture fine et régulière, c'est peut-être la dernière chose qu'elle m'a dite, la plus longue, la plus difficile, et d'une certaine façon, malgré tout, la plus précieuse. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose que vous portez ou que quelqu'un autour de vous porte peut-être en silence, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez rester anonyme, je lis tout. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire, quelqu'un qui porte seul ce qui devrait être partagé, partagez cette vidéo. Parfois les mots arrivent au bon moment. Et parfois le bon moment, c'est maintenant.